Alors que nous avons largement abordé la question de la transmission des stéréotypes de genre dès la petite enfance, il serait temps de s'intéresser dans cette dernière partie à construire l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Superbe idée. Mais alors, on fait comment? Et sur quel principe pourrait reposer cette égalité? Commençons par le féminisme, qui, au-delà de s'opposer au sexisme, s'adresse à toutes et tous. Oui, on peut être garçon et féministe. La différence entre sexisme et féminisme. Alors, avec sexisme, on entend des discriminations liées aux stéréotypes de sexe. C'est l'idée, en partant de l'idée que dans notre société, la norme veut qu'il n'existe que le masculin et le féminin et que ces deux groupes ont une hiérarchie interne, c'est le fait de se dire qu'à ces deux groupes correspondent des qualités, des compétences, des domaines spécifiques et que donc les individus sont placés dans l'un des deux groupes de façon presque automatique et donc à partir de là, on juge, on donne une valeur aux personnes. C'est quelque chose qui puis produire des discriminations et des inégalités au sein de la société. Pensons par exemple aux inégalités au sein des activités professionnelles, les inégalités, les professions, les métiers qui sont considérés comme féminines sont moins payés, sont dévalorisés d'un point de vue social. Pensons aussi aux discriminations dans la fonction parentale ou dans l'occupation de l'espace public. C'est des formes de sexisme dans le sens où c'est lié à cette idée que chaque individu appartient à une catégorie de sexe et qu'à partir de là, sa position à l'intérieur de la société est précise. Donc, il ou elle doit être dans une certaine position, occuper une certaine fonction, effectuer certaines tâches, etc. Donc, le sexisme crée des inégalités, des discriminations contre lesquelles le féminisme se bat. Le but du féminisme, même si il faudrait plutôt parler de féminisme au pluriel, mais disons de façon générale, les féminismes œuvrent pour une société qui soit égalitaire et le font en partant du constat du sexisme, dans le sens où en partant des discriminations existantes, en partant du quotidien, du vécu des femmes et des catégories marginalisées au sens large. Donc on pourrait presque dire que sexisme et féminisme sont deux pôles opposés, puisque le sexisme produit des inégalités, des discriminations contre lesquelles le féminisme se bat. Donc ma partie du projet sur laquelle je travaille le plus, c'est comment les enfants se représentent eux-mêmes et elles-mêmes dans des relations hiérarchiques genrées. Et on sait que filles comme garçons, à l'âge de 4 ou 5 ans, quand elles sont encore en maternelle, préfèrent être dans la position plutôt dominante, parce qu'avoir le pouvoir, c'est quelque chose d'assez valorisé dans nos sociétés et qu'on apprend aux enfants de s'affirmer, voilà, et d'être forts, etc. Et donc, filles comme garçons se voient, même quand on leur dit qu'ils interagissent avec quelqu'un de l'autre genre, se voient plutôt comme la personne dominante. Quand on leur demande « toi, t'es qui ? Toi, tu es dans quelle position ?» Maintenant, on a aussi trouvé dans cette premier résultat qu'il y a une petite tendance des filles à ne plus se mettre dans la position dominante lorsqu'on leur dit qu'en face d'elles, il y a un garçon. Il y a une petite baisse de proportion de filles qui veulent être dans la position dominante. Ensuite, on fait une étude chez les plus petits, de 3 à 8 ans en fait, où est-ce que là on donne 3 choix aux enfants. C'est pas juste le choix d'être dominant, subordonné, mais être dominant, subordonné ou alors dans une relation égalitaire. Et là, ce qu'on trouve, c'est que les petits de 3 à 5 ans, en fait, ont quand même une préférence pour les relations inégalitaires, de dominant, de subordonné. Et bien sûr, la majorité d'entre eux se mettent plutôt dans la position de dominant. Avec l'âge, les enfants commencent à choisir plutôt d'être dans des relations égalitaires. Et quand on discute avec eux, on comprend que pour eux, des relations hiérarchiques, c'est
ça peut être comme des anti-relations. C'est pas une relation d'amitié qui est ce qu'il est souhaitable d'avoir dans la cour de récré ou quoi. Et un autre résultat de cette étude, c'est que les filles ont plus tendance que les garçons, et ça dès 4 ans, à se mettre dans des relations égalitaires. Voilà. Est-ce que c'est parce que elles savent que si elles se mettent dans des relations hiérarchiques, elles sont désavantagées et donc elles choisissent les relations égalitaires plutôt, ou est-ce que vraiment elles ont cette tendance à préférer être dans des relations réciproques, communales, dès leur plus jeune âge? Pour la petite enfance, il y a d'autres choses qui se jouent. C'est-à-dire, c'est à mon avis une erreur de dire on travaille à déconstruire les stéréotypes dans la petite enfance, comme ça plus tard l'orientation scolaire et professionnelle sera plus égale. Rien à voir, enfin si, mais quand même de très très loin. Par contre, on a besoin d'avoir des espaces de vie égalitaires parce qu'on a besoin d'un vivre ensemble agréable, on a besoin d'enfants qui ne se sentent pas en danger, qui puissent développer leur capacité d'agir, et ça, oui, ça se développe aussi dès la petite enfance. Donc voilà pourquoi c'est important de le faire dès la petite enfance. Quand on a des petites filles qui apprennent très tôt déjà que c'est les garçons qui prennent la parole dans l'espace public, oui, ça peut s'apprendre malheureusement déjà dès la petite enfance. Si l'idée de déconstruire les stéréotypes de genre dès la petite enfance ne fait pas l'unanimité, celle de construire l'égalité entre les filles et les garçons semble faire consensus. Et pour cela, ce dernier épisode vous propose d'agir sur plusieurs leviers. 1. La reconnaissance et la formation des professionnels. 2. La coéducation entre famille et professionnels. Et enfin, 3. La promotion d'une éducation non sexiste et non genrée. Commençons d'abord par la reconnaissance et la formation des professionnels de la petite enfance. Concrètement, il faut réfléchir à la reconnaissance des diplômes, des qualifications. Il y a, en règle générale, un retard important qui se note sur la reconnaissance des diplômes. On parle de la petite enfance, par exemple. À quand des vrais diplômes plus reconnus pour le personnel de crèche, sachant qu'il y a beaucoup de personnel qui fait fonction d'eux, qui n'a pas forcément le diplôme requis. Et donc, il y a, dans l'enquête qu'on a eue, beaucoup à faire du point de vue de la reconnaissance et d'une, soit de la formation continue, soit de la validation d'acquis de l'expérience pour valider tout ce travail, toutes ces expériences qui ne sont pas certifiées par des diplômes. Il faut tout faire pour qu'on arrête de penser que c'est naturel de s'occuper de ses enfants, que c'est juste le prolongement de ce qu'on fait à la maison, que ce qu'on fait pour soi. Pas du tout. Il y a un regard extérieur, il y a forcément des tiers qui interviennent et qui font qu'on a à mettre en œuvre des procédures précises lorsqu'on s'occupe de jeunes enfants. On a des objectifs à atteindre, entre guillemets, pas chiffrés, mais en ce qui concerne l'accompagnement des enfants, leur éveil, le soin, on a des gestes à tenir et on a une vraie technicité à avoir pour y arriver. La reconnaissance ne peut venir seule pour contrebalancer les jugements de société qui vont à l'encontre des métiers dits féminisés. Nous devons aussi agir sur la formation des professionnels, qu'elle soit initiale ou continue, pour questionner les pratiques stéréotypées, qu'elles soient ou non conscientisées. Ici, pas de jugement, il s'agit plutôt de leur donner de l'élan, pour elles et pour les enfants. Alors déjà, ça serait de ne pas culpabiliser dans un premier temps. Parce que pour moi, à partir du moment où on s'intéresse à la question du genre, on se rend compte qu'inconsciemment, on le fait énormément et que ça peut être extrêmement culpabilisant. Donc moi, souvent, ce que je dis en premier, c'est de ne pas culpabiliser par rapport à ça. La deuxième étape, c'est de réussir à l'observer aussi bien sur ses collègues que sur soi-même, parce que c'est aussi un énorme travail personnel qu'il y a à mettre en place. Et je dirais la troisième étape, c'est réussir en fait à questionner son quotidien pour déconstruire ces stéréotypes de genre-là et réussir à se créer un nouveau entre guillemets quotidien au bout du compte. Et c'est là où tout est l'enjeu à mon sens.
c'est de réussir en fait à faire ce travail de recherche personnelle pour ensuite agir. J'ai pas pu faire, j'aimerais, mais j'ai pas pu faire d'évaluation systématique euh, de l'utilisation de mon outil dans les classes. Mais il y a deux choses qu'on sait parce qu'il y a des études intercantonales sur les questions de genre en éducation qui ont été faites en Suisse. La première information qu'on a, c'est que les enseignants et enseignantes sont plus susceptibles de mettre en œuvre des actions pour l'égalité filles-garçons s'ils ont eu des formations sur cette question dans leur formation initiale. D'une part parce que ça les a équipés théoriquement, mais aussi parce que puisqu'ils l'ont eu en formation initiale, c'est que c'est un bloc indispensable de leur formation. Si ça n'arrive qu'en formation continue, déjà la formation continue en Suisse comme en France, c'est volontaire, donc il faut avoir envie d'y aller. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Genève, c'est un canton où les enseignants, une fois qu'ils sont en poste, comme en formation initiale, mais aussi une fois qu'ils sont en poste, estiment que c'est incontestable, qu'il y a encore un problème d'égalité filles-garçons, que ce problème existe à l'école et que l'école a quelque chose à faire dessus. D'où viennent les responsabilités, ça se discute plus. C'est-à-dire, les enseignants et les enseignantes vont plutôt pointer du doigt, mais pas forcément à tort, la société autour d'eux, les parents, les médias, dont les médias sociaux, l'entreprise, etc. Ils ont raison, hein. L'école est loin d'être la plus responsable, mais ils et elles sont en général d'accord que l'école a un rôle à jouer et qu'il y a une surveillance à avoir. Après, la taille de cette implication, elle est variable, mais le fait que ce soit une question vive, on n'en débat plus. Inconsciemment, j'ai associé la question de l'art avec cette question du genre dans en fait, les propositions que je faisais aux enfants parce que je présentais cette notion de l'art avec des ateliers travaillés sur des artistes ou des ateliers immersifs. Et en fait, dans ces ateliers-là, le mot d'ordre que je donnais à mes équipes et que je m'impose, c'est d'avoir aucune attente auprès des enfants et que ce soit eux qui nous guident et qui nous fassent en fait découvrir leur univers. Et en fait, partant directement sur ce principe-là et en travaillant sur des thèmes comme sur des artistes ou sur l'automne, l'espace ou autre, en fait, on va créer un nouvel univers en dehors de notre quotidien et qui va en fait avoir aucune attente parce qu'on ne sait pas comment il va se comporter par rapport à ça et que comme on ne les guide pas forcément vers ah tu peux faire ça ou tu peux faire ça, en fait inconsciemment on ne transmet pas de stéréotypes de genre là à ce moment-là. Et de par la posture que, en tout cas, je m'impose, qui est de me laisser guider par l'enfant et de les observer et d'intervenir le moins possible dans à ce moment-là dans leur jeu ou dans leur imagination, leur création, je me rends compte que la relation qu'ils peuvent eux développer entre enfants est beaucoup plus intéressante en fait à ce moment-là, parce que ils s'autorisent plus facilement à aller vers des jeux qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et en fait à découvrir vraiment. Et toute cette notion déjà d'assignation de rôle à des jeux ou à des espaces, en fait elle n'est pas existante parce que c'est une totale découverte. Nous l'avons déjà évoqué précédemment, si les professionnels sont des personnes essentielles dans l'éveil et l'éducation des tout-petits, elles agissent aussi en complément et en appui aux familles. Il convient donc de souligner encore une fois l'importance de la coéducation entre les professionnels de terrain et les familles, afin de travailler main dans la main à une éducation non genrée. Donc le rôle des familles, déjà ça va être d'essayer d'être soi-même le moins biaisé possible, donc que les parents soient les moins biaisés possibles et le moins de comportements différents envers les filles et envers les garçons. Donc notamment, on n'ait pas des attentes différentes envers les filles et envers les garçons, donc par exemple en mathématiques, puisqu'on a vu que ça pouvait avoir ensuite une influence sur les différences de genre qu'on observe. Donc d'essayer, oui tout simplement, donc d'améliorer juste l'environnement et l'environnement dans lequel les enfants évoluent. C'est par exemple ce qu'on essaye de faire avec notre expérimentation, justement, où on essaie de voir est-ce que modifier les comportements des enseignants, ça peut avoir un effet sur ensuite les résultats en mathématiques. Et ensuite, potentiellement, ça peut être compenser, par exemple, pour les enseignants, compenser ce qui se passe dans la famille. Justement, imaginons que dans la famille, certains enfants vont avoir des représentations très genrées, très stéréotypées, qui vont être à l'origine d'une partie des différences filles-garçons. Peut-être que les enseignants, dans la salle de classe, ils vont pouvoir essayer de proposer un environnement plus égalitaire entre filles et garçons,
pour justement essayer de diminuer dans le cadre scolaire, si c'est pas possible dans le cadre familial, ces différences de genre et ces représentations stéréotypées. Le rôle des professionnels, disons de la petite enfance, est un rôle que moi je considère aller ensemble à celui des familles. C'est ce que je disais tout à l'heure, disons entre 0 et 3 ans, le rôle des familles est vraiment le point des familles est vraiment déterminant. Et puis à partir de 3 ans, de plus en plus, le rôle de l'école, de comment les maîtresses gèrent l'espace, le groupe commun, le contact avec les copains et copines devient central. Et ça, on le voit parce que souvent, on a des parents qui ont une démarche, une réflexion féministe, qui essaient par exemple d'éduquer selon les principes antisexistes leurs enfants. Et ça nous arrive, par exemple, à l'association, on a des messages, nous écrivent désespérés parce qu'ils disent moi, mon fils, je l'ai toujours éduqué selon des principes antisexistes et il est rentré de l'école, il ne veut plus porter le rose, ou ma fille, elle veut s'habiller en princesse alors qu'elle n'a jamais vu une princesse de toute sa vie. Donc, on voit très bien que la famille n'est pas seule et que le rôle des professionnels est déterminant. Pourquoi? Parce que c'est les professionnels qui doivent en quelque sorte veiller à ce que les enfants arrivent à s'intégrer. Clairement, comme on l'a dit, on n'élève pas les garçons et les filles de la même manière. Et puis effectivement, la société est imprégnée de tout un tas de stéréotypes de genre qui finalement biaisent leur éducation et va les orienter vers des trajectoires différentes. Donc, et puis il y a aussi des facteurs qu'on n'a pas évoqués, de la discrimination, du plafond de verre, enfin voilà, tout ça existe. Et c'est clair qu'on a toutes les raisons de vouloir faire tomber tous ces stéréotypes, les discriminations, tous les biais qui peuvent entraver la progression des filles et des femmes, et puis aussi des garçons et des hommes dans certains autres domaines aussi. Donc ça c'est clair, et puis de manière générale, il y a toutes les raisons d'avoir envie que ce soit les familles ou les enseignants traitent les garçons et les filles de la même manière. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est, et alors si on arrive à vraiment faire ça, est-ce qu'on peut espérer que finalement les garçons et les filles soient égaux en tout point? Ça sera intéressant à voir si on y arrive un jour. En fait, on peut déjà se dire, mais il y a déjà parmi nous des parents qui, en France, avec un haut niveau d'éducation, sont parfaitement conscients de tous ces biais et s'efforcent d'élever leurs garçons et leurs filles exactement de la même manière, en donnant autant de chance aux filles qu'aux garçons, etc., en encourageant les filles à faire des études scientifiques. Et malgré tout, leurs garçons et leurs filles se révèlent différents. Donc les parents ne peuvent pas tout, mais on a aussi l'impression qu'il y a peut-être des différences entre les garçons et les filles qui sont un petit peu irréductibles à tous les biais que peuvent introduire les parents, l'école et puis le reste de la société. C'est juste une hypothèse, mais en tout cas, je pense qu'il faut rester ouvert à l'idée que même si on arrive à tout égaliser finalement dans l'environnement des garçons et des filles depuis la naissance, en fait, ils ne vont pas devenir identiques pour autant et qu'il va rester de toute façon des différences entre les garçons et les filles qui vont se révéler spontanément, indépendamment de tout biais ou de toute pression environnementale. Voilà, à suivre si on y arrive un jour. Ça y est, nous arrivons presque au bout de notre aventure. Laissez-nous quand même évoquer, pour conclure, les chemins possibles vers une éducation non sexiste, une éducation non genrée, en somme, une éducation pour l'égalité. En fait, je pense que les messages que j'ai envie de faire passer dans mes livres de manière générale, c'est qu'en fait, je pense qu'on ne s'attarde pas assez sur qui sont les gens et vraiment ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, et qui sont les enfants, avec leur caractère spécifique, avec ce qu'ils sont. Et que pour moi, le genre, le fait d'être né garçon ou fille, en fait, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Sauf qu'on vit en société et que dans la société, les stéréotypes sont très ancrés et que du coup, on grandit et les enfants grandissent avec ça. Donc même à la base, quand il y a une éducation qui n'est pas genrée à la maison, c'est très compliqué de garder en tête, moi je suis comme ça, moi c'est ça que j'aime, et de l'assumer. Mais en réalité, moi je pense qu'on devrait plutôt pousser les enfants à être ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont envie d'être, mais sans avoir comme ça
ce biais, on va dire, social des injonctions, de ce qui devrait être ou pas. Donc en fait, je me sers de tout ça pour construire des outils et pour faire des livres. Donc moi, je pense que ça peut passer aussi beaucoup par les histoires. Je pense que ça passe aussi beaucoup par l'imaginaire, parce que je pense que tout ça, tout ce schmilblick va avancer si on introduit dans l'imaginaire collectif des nouvelles représentations. Si nous on a quand même, moi j'ai été élevée avec les contes de fées, avec les princesses, avec le prince charmant qui va venir sauver la princesse. Donc mine de rien, même quand on n'est pas élevé là-dedans, ça infuse quand même, je trouve. Et donc c'est en changeant toutes ces représentations, donc moi je fais des livres ou des dessins, ou je vais dans les écoles. Mais ça passe aussi par les dessins animés, ça passe en fait un petit peu partout dans le quotidien. Et je pense que c'est comme ça, et c'est en ayant ça à l'esprit que les choses vont bouger tranquillement, mais j'espère sûrement. Alors, une éducation non sexiste, une éducation non genrée, tout en ayant, disons, le même but, ont une différence. Alors, moi, je les entends comme ça. L'éducation non sexiste, c'est une éducation qui prend en compte les inégalités, donc le sexisme qui imprègne, qui façonne notre société. Donc, dans une éducation non sexiste, le point de départ est la conscience des inégalités et du fait que les enfants seront poussés par la société vers un moule précis, le masculin et le féminin. Et donc, dans cette éducation, on essaie de contrer cette, entre guillemets, destinée sociale, on pourrait l'appeler. L'éducation non genrée, au contraire, part de l'idée que la meilleure façon d'éduquer les enfants est d'essayer de les extraire du genre, dans le sens où de ne pas leur attribuer des caractéristiques, des activités, même au niveau des vêtements, des comportements qui soient liés à leur genre, mais de les laisser se déployer, se manifester, découvrir aussi de façon spontanée. Donc, par exemple, dans une éducation non genrée, on a tendance à essayer de ne pas genrer les vêtements, on essaie de ne pas genrer aussi l'enfant par le biais des pronoms. Donc on met en place toute une série de choses qui essaient d'extraire l'enfant des catégories du masculin et du féminin pour lui permettre de découvrir la vie, l'existence, la société au-delà de ses caractéristiques. Donc disons que dans les deux cas, le but est le même, créer une société qui soit plus égalitaire et permettre à nos enfants de se découvrir, de se former de façon autonome au-delà des dictats de la société, mais le chemin emprunté n'est pas forcément le même. En fait, pour moi, justement, cette pédagogie un peu égalitaire, et j'aime bien aussi le terme de neutre, ça se véhicule beaucoup pour moi par rapport en fait, à une prise de conscience en tant que professionnel, de par en fait, ces actes inconscients que nous-mêmes on reproduit, et par rapport à son positionnement au sein même de l'espace et au sein de l'accompagnement qu'on peut faire aux enfants. Ça va être justement cette pédagogie-là serait plus en fait pour moi déjà un travail d'équipe parce que un ou une professionnelle seule au sein d'une structure d'accueil va pas pouvoir le mettre en place parce que les autres professionnels vont eux véhiculer des stéréotypes de genre et que ça sera pas juste impossible. C'est vraiment une question de travail d'équipe qui est organisée. Et de par ce travail d'équipe-là, de réussir à en fait questionner les stéréotypes de genre qu'on peut repérer. C'est qu'on choisit, comme on n'a jamais les fonds pour tout le monde, on choisit qui on aide. Et donc, on va avoir les bons discriminés, ça vaut le coup de les aider, et les mauvais discriminés. Et qui juge qu'il y a un bon discriminé et un mauvais discriminé? Le groupe dominant, donc le groupe qui discrimine. Vous voyez, c'est un peu de la triche. Le principe de l'égalité, c'est de se dire, OK, les individus sont différents, ça, ce n'est pas un souci. Par contre, ils sont dans un système qui les rend inégaux. Et donc, c'est ce système qui les rend inégaux qui nous impose des mesures d'équité. Si on arrive à changer de système, à faire en sorte que ce système ne produise plus ces inégalités, on aura toujours des individus parfaitement différents, mais ils ne seront pas mis dans des conditions qui les rendent inégaux. Alors, ce système à défaire, il est à plusieurs étages.
il est au niveau de la société en général. Bon, ça va être un peu compliqué, hein. On peut voter éventuellement, mais enfin, ça dépend. Et puis, il peut être aussi au niveau d'un établissement, d'une institution, d'une classe, d'un groupe d'enfants. Il y a ce système-là qui se réactive à tous les niveaux. Donc, et là, je reboucle sur ma toile que j'ai appelée toile de l'égalité et pas toile de l'équité, vous comprenez pourquoi. On arrive au niveau de la classe, et là, on essaie de voir qu'est-ce qui, ou du groupe, ou de l'institution, qu'est-ce qui fait que les élèves, les enfants, les petits, se retrouvent dans des contextes qui vont les rendre inégalitaires. Et on essaie d'enlever ce contexte. Donc pour moi, l'égalité, c'est produire des contextes qui permettent à des individus totalement différents de ne pas être handicapés par le système qui les désavantage. C'est quoi le drapeau? C'est le drapeau de l'amour. Bravo, c'est le drapeau arc-en-ciel, c'est le drapeau de l'amour. Bon, ben si moi je rajoute toujours ma phrase, alors qui assomme un peu à la fin, mais je trouve qu'il est importante, c'est qu'il y a des enjeux relationnels, il y a des enjeux de l'enfance, il y a des enjeux aussi d'une société qui s'apaise dans la relation, ça c'est certain, mais il y a un enjeu aussi autour des violences. Je pense que c'est bien l'absence de relation fille-garçon dès l'enfance qui fait relation violente plus tard, et ça, il y a une anomalie statistique dans qui fait subir et qui subit finalement ces violences plus tard et même dans la vie. Donc il faut aussi réhabiliter aussi, ou penser ensemble que la séparation, elle construit l'agression aussi et les agresseurs. Voilà. Alors, moi, je pense profondément qu'il faut éduquer et accompagner et protéger les enfants. Mais du coup, pour ça, ce n'est pas leur responsabilité à eux, mais c'est la responsabilité des adultes. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau, justement, des personnes qui s'occupent des enfants et de la société tout entière. Donc, je pense, en fait, que ça va venir vraiment de là. Alors après, c'est pas je fais des livres pour eux, parce que moi je pense que c'est aussi par eux que ça passe. Mais si les personnes qui s'occupent d'eux ne bougent pas, ça peut pas bouger parce qu'il y aura une répétition en fait. Parce que ce que je pense très fort, c'est que nous donnons l'exemple. Donc si on leur dit, si on dit à un garçon, bah oui, je prends ça, bah oui, t'as le droit de faire de la danse, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être sensible, tu as le droit d'exprimer tes émotions, mais que les parents derrière, les papas, les directeurs, tous les hommes, ils voient qu'aucun homme ne montre ses émotions, ni dans la vraie vie, ni dans les films, ni dans les dessins animés, ni dans les livres. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, même s'ils le savent, ça ne va pas bouger, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et une éducation ou de la formation plutôt, pas une éducation, mais de la formation auprès de toutes les personnes qui sont en contact des enfants. Et vous, alors? Vous en pensez quoi? Les licornes, alors non, la science, le rose... J'adore le bleu, je déteste le bleu. Et je déteste le rose. J'ai peur des araignées. Je suis forte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Les poupées roulettes. Qui en fait, c'est filles et garçons.